Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes au Mondial du bâtiment, toujours. Nous allons nous intéresser cet après-midi à la recherche et au développement, et notamment tout ce qui est recherche et développement, on va dire, pour un développement durable, soutenable, et pour un bâtiment durable et soutenable. Avec moi, Olivier Dupont, bonjour. Bonjour. Avec le micro. Vous êtes manager produit et ouvrage au CT MNC, mais on va parler surtout aujourd'hui du MECD, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc MECD... On présente votre interlocuteur en face et je reviens vers vous. Et en face de vous, donc Stéphane Herbin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes au CTICM. Construction métallique, oui. Voilà, et vous êtes directeur projet développement et innovation, et tous les deux, donc vous œuvrez au sein d'une autre instance qui s'appelle le MECD. Et je vais vous demander donc de me dire un petit peu quelle est cette instance. Oui, donc MECD, c'est une association qui a été créée l'année dernière, en 2016, excusez-moi. Et en fait, c'est une association qui a déjà en fait quelques années d'existence, puisque cette association qui est constituée de 4 centres techniques industriels représentant les grands matériaux de la construction, donc le CERIB pour le béton, le FCBA pour le bois, le CTICM pour la construction métallique et le CTMNC pour les matériaux terre cuite et pierres naturelles de construction, se sont rassemblés il y a déjà depuis 2011 pour travailler sur un certain nombre de projets collaboratifs. Et en 2016, nous avons candidaté pour devenir Institut Carnot, et donc on a été retenu à cette occasion. Donc les Instituts Carnot, en fait, ce sont des organismes qui ont pour mission finalement d'aider au développement de la recherche, notamment auprès des acteurs de différents secteurs d'activité. Mais dans le domaine de la construction, on est le seul Institut Carnot aujourd'hui en action. Donc il y a ces 4 centres techniques industriels et puis également 4 laboratoires universitaires qui sont associés à nous, qui permettent également de mener à bien en fait des recherches plus académiques, plus en amont sur le développement des matériaux, la caractérisation de ces matériaux. Donc tous ces éléments constituent finalement une structure faisant appel aux ressources de 400 chercheurs. Et on a également des moyens d'essai et d'expérimentation qui sont très très importants et donc qui permettent finalement, par exemple à des fabricants qui souhaitent développer des actions de recherche et développement, de s'adresser à nous pour mener à bien en fait ces recherches qui sont tournées vers l'innovation. Alors, je vais me tourner vers vous. Pourquoi ces 4 matériaux, enfin ces 4 représentants de matériaux, centres de recherche qui sont a priori concurrents, se sont rassemblés? Qu'est-ce que vous allez chercher dans cette collaboration entre vous? Il y a plusieurs axes qui nous ont amenés à nous rassembler. D'abord, aujourd'hui, l'observation, c'est que dans la construction, un seul matériau répond assez rarement à l'ensemble des exigences qui sont à satisfaire. Donc beaucoup de développements aujourd'hui font appel à ces combinaisons de matériaux. Et aujourd'hui, l'ensemble de nos 4 centres techniques et des laboratoires, lorsqu'on se regroupe, nous présentons la capacité, comme l'a dit un petit peu Olivier, de répondre à l'ensemble des exigences réglementaires qui s'appliquent à n'importe quel bâtiment, depuis bien sûr la résistance mécanique et la stabilité, la thermique, le feu, l'acoustique, la corrosion et jusqu'au développement durable. C'est justement à partir de ce développement durable, souvent, qu'on a eu l'idée de briser nos 4 silos historiques de compétition ou de juxtaposition au moins, pour essayer de travailler ensemble et de se réunir pour créer des socles communs et ensuite essayer d'aller vers l'innovation et la recherche pour les opérateurs économiques. Voilà, on mutualise un peu les moyens et puis on travaille sur des sujets donnés qui concernent en fait l'ensemble de la construction. En fait, vous êtes plus au service du bâtiment qu'au service d'un matériau en particulier. On va au-delà effectivement du matériau, on va vers l'ouvrage et le bâtiment, tout à fait. Aujourd'hui, je crois que vous avez des travaux qui sont déjà pas mal avancés, dont un qui a eu un prix, je crois, ici à Batimat, enfin lors de la remise des prix. Il s'agit du projet des modulors. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce projet et comment, ensemble, vous avez travaillé à sa réalisation et pourquoi c'était intéressant d'avoir ce type de projet et de le faire ensemble? Donc d'abord, des modulors, c'est quoi?
Oui, alors le projet des moduleurs, c'est un projet en fait qui a été initié en 2013 dans le cadre d'un appel à projet de l'ADEME qui portait pour l'amélioration des déchets de construction. L'amélioration de la gestion des déchets de construction. Et donc l'enjeu pour nous, c'était par rapport aux solutions de gros œuvres, de structures et de gros œuvres, qui aujourd'hui ne permettent pas facilement d'assurer la recyclabilité des matériaux ou même le réemploi des composants, de concevoir une évolution des solutions constructives les plus courantes pour prévoir dès la conception la possibilité de déconstruire le bâtiment et donc d'avoir cette séparation des composants. Et c'est vrai que lorsqu'on a amorcé collectivement la conception donc, de ces solutions, on s'est aperçu que finalement l'association de nos différents matériaux, les systèmes qui se concevaient, en fait, faisaient appel à plusieurs matériaux et donc on s'est appuyé sur les compétences de chacun des centres pour pouvoir développer et ensuite expérimenter les matériaux puisqu'on les a testés dans nos propres laboratoires de recherche. D'accord. Donc ça veut dire par exemple que dans le cadre des moduleurs, j'ai un assemblage de différents matériaux que je vais pouvoir désassembler plus facilement. C'est ça l'idée qu'il y a derrière ? Oui, l'idée générale, c'est ça. C'est concevoir vraiment le produit pour pouvoir le faire évoluer dans sa vie, au sein de l'ouvrage ou en fin de vie, la démontabilité programmée, en somme. Ce n'est pas de l'obsolescence programmée, là, c'est vraiment de la démontabilité dans l'intention de récupérer et mieux valoriser ces produits, soit en valorisation matière, ce qui existe déjà, mais souvent avec beaucoup de problèmes de déchets in situ, de beaucoup de poussière. Donc là, on facilite et on limite aussi les impacts locaux. Et éventuellement le réemploi des produits. Donc on a aussi travaillé sur l'économie circulaire et la réintroduction d'un produit d'occasion du bâtiment, en quelque sorte, un concept un peu innovant aussi. Un peu ce qu'on faisait avant quand on allait prendre une pierre par-ci, une pierre par-là et une poutre par-ci, par-là. Là c'est un peu plus construit, mais c'est ça l'idée qu'il y a derrière. C'est de là qu'est née l'idée. Et effectivement, on a observé ce que faisaient déjà nos anciens, ce que l'on continue à faire sur certains produits tels que la pierre, la vieille tuile ou la vieille poutre en bois qui est noble et qui est jolie, qu'on réutilise. Pourquoi ne pas étendre ça à l'ensemble des matériaux de construction, dès lors qu'ils peuvent prolonger leur vie et être encore utiles ? Alors, on a déjà des exemples, hein, vous m'avez dit. Est-ce que vous pouvez m'en citer un, me le décrire en fait, en termes de matériaux et de systèmes. Je ne sais pas, on parlait tout à l'heure de planchers et de murs et de parois. Est-ce que vous en avez un en tête ? Je sais qu'on peut les voir ici, hein, mais on y oui, donc il y a un des systèmes en fait qui est une solution de mur en briques. Donc traditionnellement, en fait, ce type de mur est maçonné avec un mortier. Et donc c'est vrai que la séparation des composants est assez complexe. Bon, ça se fait, on va dire, pour des matériaux qui sont considérés comme patrimoniaux. Les briques apparentes dans un certain nombre de marchés en Belgique, au Danemark, on les récupère soigneusement, on les nettoie et ils peuvent être réemployés. Mais en fait, en général, ces produits partent en enfouissement, en décharge pour enfouissement. Donc là, en fait, le principe pour solidariser l'ensemble des composants qui constituent la paroi, on fait appel à des tirants métalliques qui mettent en pré-contrainte l'ensemble de la paroi et qui permet ainsi de répondre à des contraintes, à la résistance, à apporter de la résistance pour les contraintes dans le plan du mur ou perpendiculairement au plan du mur. Ce qui veut dire, par exemple, que quand je vais déconstruire, je pourrais d'un côté récupérer des briques qui n'auront pas été abîmées par un mortier et les éléments de précontrainte en acier. C'est exactement l'objectif, de décomposer vraiment les différentes sources de matériaux pour les réintroduire dans un circuit de valorisation ou de réemploi en fonction de leur état de conservation. Exactement. Voilà. On facilite la déconstruction, on facilite la décomposition des matériaux, enfin la décomposition, le tri des matériaux, et dès le début en ne faisant pas des matériaux composites agglomérés. Agglomérés, c'est ça. Et en réduisant aussi l'impact sur le premier chantier par l'absence d'eau, donc moins d'impact, plus de préfabrication atelier, moins d'impact locaux au moment du site. D'accord. Il y a un deuxième projet dont on va parler, c'est un projet qui s'appelle Ligne de toit. Alors, si je tiens quand même à préciser, vous avez mis quand même 2 ans, c'est 2 ans. Vous m'avez dit 2016, la création du MECD, et en 2 ans, vous avez eu le temps de monter ce projet. Je veux dire, c'est assez rapide en fait. Non, en fait, les projets, ils étaient déjà dans les tiroirs. C'est déjà les projets qui étaient dans les tiroirs, qui nous ont permis d'éprouver cette collaboration innovante
inter-CTI qui n'était quand même effectivement historiquement pas simple au départ. Donc on est parti un peu tels des explorateurs, en toute modestie, pour tenter ces projets de collaboration, voir si on pouvait fonctionner ensemble. Ça a commencé avec certains projets, puis très vite on s'est aperçu qu'on pouvait fonctionner plutôt pas mal, que l'on répondait à un certain nombre de demandes et d'attentes. Donc ça nous a donné envie de candidater, de s'inscrire au Carnot MECD et de vraiment consolider cette expertise par la poursuite et la création de l'association. Aujourd'hui, on rencontre de nombreux industriels, opérateurs de l'univers de la construction, des maîtres d'ouvrage. Beaucoup sont satisfaits de découvrir qu'il y a une nouvelle composante à leur service, un guichet unique qui est capable de répondre à 4 matériaux les plus répandus dans l'univers du gros œuvre. Du gros œuvre. Je dirais que c'est un peu comme la vie en couple. Il est toujours utile de tester la vie avant de se marier, quoi. Voilà, donc il faut savoir se séparer. On va parler maintenant du projet Ligne de Toit. Alors, qui veut m'en parler? Qui commence sur ce projet? Le projet Ligne de Toit, il est apparu en fait porté par les besoins, l'observation des enjeux sociétaux, notamment sur le besoin de logement, les difficultés de création de disponibilité de foncier, les espaces aériens, une certaine dynamique aussi qui s'inscrivait dans les grandes villes de France, en particulier Paris, mais pas seulement. Et on s'est dit que là, il y avait une réponse à aller chercher. Et ce projet Ligne de Toit porte sur la surélévation urbaine. Comment caractériser, dès les premières étapes d'un projet, la capacité d'un bâtiment donné à accueillir une surélévation urbaine qui peut, par son différentes composantes économiques notamment, servir à valoriser et à soutenir économiquement la réhabilitation énergétique du bâtiment qui se trouve en dessous. Voilà, c'est ça. Je construis au-dessus et la vente des appartements que j'ai construits au-dessus aide à payer l'ensemble de la rénovation énergétique. C'est des projets. Alors il y en a. J'étais avec des gens de Domofinance dernièrement sur ce plateau. On en a parlé. Ils m'ont dit qu'il y avait quand même très peu d'exemples aujourd'hui. Donc c'est peut-être bien effectivement de leur apporter des outils. Donc très concrètement, comment je vais pouvoir me servir de ces outils? Moi, syndic de copro, enfin en tout cas maître d'œuvre qui est à rénover cette copro et qui décide de faire une surélévation. Comment je vais utiliser ces outils et comment ça va m'aider? En fait, l'outil est constitué de 4 parties, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est plutôt technique, qui fait une analyse de l'existant et qui permet d'évaluer finalement quelles seront les surfaces supplémentaires ou le nombre de niveaux supplémentaires qui pourront être ajoutés sur la construction. Et donc il y a même à ce stade donc, la possibilité d'identifier des solutions constructives qui permettront de répondre à ce projet. Ensuite, il y a également en fait, la dimension d'analyse de différents scénarios, puisqu'en fait une copropriété peut quand même se poser la question de rénover son bâtiment. Donc finalement, l'outil va pouvoir permettre de simuler le retour sur investissement suivant en fait 5 scénarios. C'est-à-dire un premier scénario où finalement... On n'est pas que technique là, on est aussi économique. On est aussi économique, oui. C'est vraiment une analyse technico-économique. C'est-à-dire qu'on va évaluer le retour sur investissement si on fait simplement la rénovation du bâtiment existant, qu'on va comparer à l'ajout en fait de la surélévation qui, elle, de toute façon, étant considérée comme une construction neuve, doit se conformer à la réglementation en vigueur. Le troisième scénario, en fait, c'est on va faire l'analyse surélévation plus rénovation de l'ensemble du bâtiment. Et puis, en fait, le dernier scénario, on vient voir également ce que peut apporter la mise en place de panneaux photovoltaïques, donc en termes d'énergie renouvelable apportée au bâtiment. Voilà, donc on essaie de couvrir l'ensemble du champ, l'ensemble du spectre. Il nous reste 2 minutes. D'autres projets? On a également un projet qui traite des bâtiments industriels et de l'impact du bâtiment à vocation industrielle, donc stockage logistique, agricole ou production manufacturière, et les multimatériaux également, portés par MECD, et qui a pour objet d'évaluer grossièrement l'impact environnemental de ces bâtiments, seuls, indépendamment du process industriel qu'ils abritent, qui en général est tel qu'il masque complètement l'impact du bâtiment, de la boîte, si je puis dire. Voilà. Donc on a essayé de faire un petit outil qui aujourd'hui est en voie de disponibilité, qui va être relancé par un second projet où on va faire une 15aine d'études sur des cas réels
Et de même que Ligne de Toit devrait avoir une suite, on l'espère bientôt. Une suite, c'est-à-dire concrète. Une suite concrète avec l'intégration d'un outil pour créer un web tool et conduire un monitoring avec entre 8 et 15 opérations qu'on souhaite accompagner de différentes tailles sur au moins 4 sites français différents. On pense à Paris, on pense à Bordeaux, mais on est ouvert à d'autres destinations. À toutes les destinations. Ici sur Batimat, on peut trouver des modules LoRa où? Alors nous, on est au hall 6, stand C1. C61 C61 plutôt. Voilà. C'est le bâtiment du futur en fait qui se trouve juste entre le hall 6 et le hall 5. D'accord, entre le hall 6 et le hall 5, le bâtiment du futur. En plus du petit rappel qui se trouve sur l'espace innovation où on a notre petite stèle. Bah oui, vous avez votre petite stèle puisque vous êtes lauréat. Et sinon, un projet donc à retrouver au hall 6. Il y a un site internet, on peut aussi le... www.mecd.fr. Oui, c'est ça. Voilà, et bien écoutez, à vous retrouver sur le site internet et à retrouver cette émission sur le site de Bâti Journal TV et celui de notre partenaire France Boisse Forêt. Merci messieurs. Merci à vous d'être venus jusqu'ici pour nous parler du MECD. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.